Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. En Afrique du Sud, les disparités perdurent depuis la fin de l'apartheid, y compris en matière d'environnement. Les populations les plus déshéritées se trouvent dans les régions les plus polluées et les choses ne bougent que très lentement. Il y a 5 ans, des manifestations monstres secouaient l'Égypte et aboutissaient au départ d'Hosni Moubarak après une révolte de 18 jours. Très populaire au début de son mandat, le Raïs Abdel Fattah al-Sisi fait aujourd'hui face à de nombreuses critiques. Crise des migrants, la France donne son feu vert à la création d'un camp humanitaire aux normes internationales, une structure qui est en train d'être mise en place sous l'expertise de Médecins sans frontières. Un pari fou, celui de la ville de San Francisco qui souhaite réduire le gaspillage et recycler 100% de ses déchets d'ici 2020. Une politique ambitieuse qui semble déjà porter ses fruits. Fadlo Khouri prend ses marques à l'université américaine de Beyrouth. Il est devenu fin janvier le 16e président de l'EUB. Une première puisqu'aucun Libanais n'avait occupé ce poste depuis la fondation de l'établissement qui fête cette année son 150e anniversaire. Et c'est l'un des fromages les plus célèbres au monde, le Roquefort, mûri au pied du rocher du Combalou, dans le sud de la France. Visite dans les caves de Delphine Carle, maître raffineur depuis 3 générations. En Afrique du Sud, les disparités perdurent depuis la fin de l'apartheid, y compris en matière d'environnement. Les populations les plus déshéritées se trouvent dans les régions les plus polluées et les choses ne bougent que très lentement. Les centrales à charbon continuent à cracher leur fumée nocive pour produire l'électricité qui alimente la croissance de l'une des plus puissantes économies d'Afrique. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. À Johannesburg, les manifestations des écologistes ont parfois l'allure de marches funèbres. Cette manifestation n'a rien d'une célébration. Si le ton est solennel, c'est pour mieux attirer l'attention sur une situation qui ne cesse de se détériorer. Et la chef d'orchestre, la voilà, ancienne militante de l'ANC, Lerato a quelques manifs à son actif. Faites de la place, espacez-vous. Lerato milite depuis 10 ans pour protéger l'environnement dans son pays. Sa bataille ne fait que commencer. Nous exigeons la justice climatique, car ce sont toujours les plus pauvres qui souffrent le plus. On parle ici de racisme écologique. Beaucoup de communautés sont affectées par les mines ou par la pollution causée par des compagnies. Des compagnies qui se sont installées là où vivent ces communautés. Pour nous, les problèmes de l'environnement sont une priorité si on veut assurer la survie de nos populations. Égaux devant le climat, les Sud-Africains ne le sont pas. Nous sommes à Sasolburg, le bourg de Sasol. Cette ville a été construite autour de son industrie pétrochimique. Ses habitants se plaignent de difficultés respiratoires ou de problèmes de peau. Lerato suit de très près la pollution de l'air dans la région. Son amie Tandy, une activiste du quartier, lui explique que la semaine précédente a été catastrophique. Le vent venait de ce côté et quand il soufflait, oh là là, que de la poussière. On ne pouvait même pas nettoyer nos maisons. En fait, ici, on nettoie la nuit parce que le jour, c'est pas la peine. À peine vous balayez que la poussière revient. Même le linge, on est obligé de le faire la nuit. Car juste derrière ce chemin, au cœur de Sasolburg, une mine de charbon à ciel ouvert opère depuis plus de 50 ans. C'est aussi bien sûr une question de prise de conscience. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'il se passe. Et les gens qui sont responsables, le gouvernement ou les conseillers municipaux, ils n'informent pas la population sur l'état de l'air ambiant et ce qui devrait se faire. Ici, des réunions sur la qualité de l'air ont lieu régulièrement, car le gouvernement impose à l'industrie des quotas de gaz carbonique ou de dioxyde de soufre.
Mais rares sont les habitants qui y assistent. Cet ingénieur de Sasol reconnaît que l'air n'est pas conforme aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, mais il affirme que la compagnie ne peut rien faire avant 2020. On est en train de procéder aux évaluations techniques. Notre direction exerce une pression importante pour nous forcer à respecter la deadline de 2020 et éviter qu'on ne redemande un report. Est-ce qu'on sera prêt? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend des solutions techniques qu'on élabore et du temps qu'on mettra à les appliquer. Cela fait 5 ans que les habitants de Sasolburg demandent à l'industrie de réduire la pollution. On vient de leur annoncer que rien ne sera fait à court terme. Ils sont furieux. Ces deux compagnies qui s'apprêtent à demander un nouveau report, ce sont les mêmes compagnies qui nous font des tests de santé quand on postule à un travail chez eux. Et s'ils nous trouvent quelque chose, on n'obtient pas de boulot. Mais nous, résidents de Sasolburg, on tombe forcément malade ici avec la pollution. On a tous de l'asthme ou des problèmes d'yeux. Vous trouvez que c'est juste, vous? Mais Sasol n'est pas la seule compagnie responsable de la pollution. Des centrales thermiques à charbon fonctionnent à plein régime dans la région. Il y en a une bonne douzaine sur un rayon de 250 km. Pretoria dépend à 85% des énergies fossiles pour son électricité. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer, car le gouvernement construit encore des méga-centrales à charbon pour alimenter la croissance du premier producteur d'électricité du continent. Dans les locaux d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité, on affirme avoir bien du mal à maintenir la puissance. Tous les 3 mois, la direction passe son grand oral devant les caméras de télévision. Le briefing sur l'état du réseau est retransmis en direct sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, nous avons eu 99 jours avec seulement 2h20 de délestage. L'important est d'éviter toute panne d'électricité. Dans cette course aux mégawatts, la transition vers des énergies propres est envisagée, mais ça n'est pas une priorité. À Eskom, on a mis de côté 1 milliard de rand pour faire de la recherche sur les énergies renouvelables. Trouver un moyen de les rendre plus efficaces, d'optimiser leur rendement de sorte que dans les 20 prochaines années, on puisse réduire notre dépendance au charbon. En Afrique du Sud, de nouveaux projets énergétiques voient le jour tous les mois, car on demande au secteur privé d'entrer dans la danse. Eskom achète désormais de l'électricité aux producteurs indépendants. Ici, c'est une société financée par des capitaux français qui vient de passer contrat avec Pretoria. Elle vend désormais son électricité aux Sud-Africains. Et quand il y a une période, comme on a eu en Afrique du Sud, une période avec un peu de coupure, on a vu que ça a un peu aidé à certaines prises de décision par la suite. Donc c'est un partenariat aussi, je crois qu'il faut le souligner, entre les autorités publiques et les investisseurs privés, les fabricants d'éoliennes, etc., de panneaux solaires. Et finalement, voilà, tout le monde est en train de faire des efforts pour essayer de développer autant de projets que possible, qui seront autorisés bien sûr par les autorités sud-africaines. Les investisseurs étrangers se précipitent pour répondre aux appels d'offres qui se multiplient. Dans le domaine solaire également, nous sommes ici dans le plus grand parc photovoltaïque de l'hémisphère sud. Plus de 200 000 panneaux se succèdent. Les gens étaient très sceptiques qu'on puisse faire autant et si rapidement. Mais ça marche. Et maintenant, ça fait 3 ans. Cette ferme solaire de 300 hectares continue de s'agrandir. La société Solar Capital entend bien profiter de toutes les opportunités. Pretoria envisage de tirer 12% de son électricité des énergies renouvelables d'ici 2020. Nous sommes près de 10% de capacité installée en termes d'énergie renouvelable. Donc on se rapproche. Nous ne sommes qu'à quelques années d'être complètement opérationnels. Et je pense qu'avec la bonne impulsion, on peut y arriver. Les parcs solaires poussent comme des champignons dans les déserts sud-africains. Pretoria est passé l'an dernier au 10e rang mondial des producteurs d'énergie solaire. Mais quand vient le soir, tout le monde a peur du moment où le soleil se couche. Le pays craint d'être un jour plongé dans le noir. Blackout est un livre que les Sud-Africains s'arrachent
Son auteur est très inquiet. J'ai écrit un chapitre entier qui a un titre terrible. Je l'ai appelé « La mort du futur ». Bon, je ne sais pas trop à quoi je pensais en écrivant ça. Pour cet analyste, l'Afrique du Sud a beau faire des efforts, elle n'arrivera pas à fournir suffisamment de puissance pour gérer sa croissance. Sa dépendance par rapport au charbon est incontournable. Le pays va rester le premier pollueur du continent et les populations pauvres en seront les premières victimes. Le seul moyen de réduire notre empreinte carbone, c'est de dire qu'on va construire un socle nucléaire de sorte qu'on puisse fermer les centrales à charbon. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement est si déterminé à payer la facture nucléaire. C'est le seul moyen pour eux de respecter les promesses qu'ils ont faites en matière d'environnement. Mais construire 6 à 8 réacteurs nucléaires en Afrique du Sud n'est pas du goût de tous. Ce symposium sur la nucléarisation de l'Afrique réunissait le mois dernier à Johannesburg des experts du monde entier. Tous s'accordaient à penser que le nucléaire n'est pas une solution pour l'Afrique, qui est le continent le plus affecté par les changements climatiques. Le coût de l'électricité solaire est aujourd'hui 2 fois moins cher que celle du nucléaire. Et pour Michael, qui vient de publier un rapport exhaustif sur l'industrie, le choix sud-africain est anachronique au moment où les pays européens se désengagent. La durée de construction des 40 derniers réacteurs qui ont été mis en fonctionnement dans le monde ces 10 dernières années est de 9 ans et demi. Donc, il nous faut déjà compter 10 ans pour la construction. Et ça, c'est juste pour la construction. Il faut penser au reste, aux permis, aux études sur l'impact environnemental, aux diverses procédures. En fait, il faut au moins 15 ans par centrale. C'est beaucoup trop long pour donner une réponse aux conditions climatiques que l'on voit se détériorer tous les ans. Et qui dit nucléaire, dit uranium. L'Afrique du Sud a plus de 5% des réserves mondiales. Dans la banlieue de Johannesburg, la radioactivité des sols est souvent supérieure à la normale. Les Sud-Africains sont les seuls à posséder une centrale nucléaire sur le continent. S'ils en construisent plus, ils exploiteront leurs réserves d'uranium. Les écologistes s'inquiètent pour la santé des populations qui ont érigé des bidonvilles sur les sols radioactifs. Leur sécurité est déjà bien négligée par les autorités. Les communautés savent que la terre est dangereuse, mais les coutumes ancestrales ne faiblissent pas. Les femmes qui ont l'habitude de se faire des masques d'argile continuent comme si de rien n'était. Je le mets parce que j'ai des boutons. On ne m'a pas dit que ça n'était pas bon, parce que c'était la terre des mines. Mais je n'ai rien d'autre à me mettre sur le visage. Rien qui ne soit bon. Alors je prends la terre parce que si je ne mets rien pour me protéger du soleil, alors mes boutons me font vraiment mal. Patience n'a évidemment pas pu suivre les débats de la conférence sur le climat qui s'est tenue en décembre à Paris. Mais quand on lui parle de justice climatique ou de racisme écologique, elle sait exactement ce que cela signifie. Les déchets miniers se déversent sans grand traitement dans les rivières de son village. Entre la protection de l'environnement et la course à l'industrialisation, les Sud-Africains ont bien du mal à gérer leur croissance. Patience, elle, porte bien son nom. Elle attend que les conditions de sa vie s'améliorent. Sous l'apartheid, seulement la moitié des Sud-Africains avaient accès à l'électricité. Malgré tous les efforts du parti de Nelson Mandela, un Sud-Africain sur 5 attend encore d'être relié au réseau du reste du pays. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.